Sénateur Dalphond, en débat. So since we're going to have an hour to... Puisqu'on aura une heure pour réfléchir, eh bien, je vais vous donner des commentaires pour vous aider à réfléchir. Je prends la parole aujourd'hui concernant l'amendement qui est un amendement raisonné. D'emblée, personne ne peut nier que la sénatrice Pate est une ardente défendeuse des causes qu'elle défend. Elle n'hésite pas à utiliser ce lieu comme une plateforme pour enregistrer ses positions fortes. Mais je crains que son soi-disant amendement ne s'aventure en terrain dangereux, bien au-delà de ce que la Constitution de notre pays a prévu pour la Chambre haute de notre Parlement. Comme vous le savez, chers collègues, la loi constitutionnelle de 1867 prévoit 2 chambres dans notre Parlement, l'une composée de personnes élues par le peuple et l'autre composée de personnes nommées par la Couronne. Bien que notre Constitution stipule que tous les projets de loi doivent recevoir le consentement et l'approbation des 2 chambres et que chaque chambre peut initier des projets de loi, les rédacteurs de notre Constitution ont édicté une restriction importante au pouvoir et au rôle du Sénat, qui se trouve dans l'article 53, qui dit ce qui suit. Les projets de loi visant à s'approprier une partie des recettes publiques ou à imposer un impôt ou une taxe doivent émaner de la Chambre des communes. Fin de la citation. Les projets de loi C16 et C17, dont nous sommes actuellement saisis, sont tous deux des projets de loi de finances régis par l'article 53. Cette restriction, figurant à l'article 53 de la Constitution, découle du principe bien connu qu'il n'y ait pas d'imposition sans représentation. En d'autres termes, l'imposition des impôts et l'affectation des recettes publiques doivent reposer avant tout sur les épaules des élus du peuple. Les 2 projets de loi, C16 et C17, dont nous sommes saisis, ont été examinés par les représentants du peuple et adoptés avec le soutien d'une majorité de députés représentant 4 des 5 partis politiques de la Chambre des communes. Maintenant, ce projet de loi est devant nous pour que nous puissions l'examiner éventuellement pour que nous suggérons des corrections nécessaires, en comité ou en 3e lecture. Mais l'amendement de la sénatrice Pate ne vise pas à corriger une omission ou un oubli, ce qui est possible. Non, elle veut que nous utilisions ce projet de loi pour forcer le gouvernement à mettre en place un revenu universel de base, une politique qui nécessiterait des mois, voire des années, d'analyse et de rédaction approfondie. En d'autres termes, elle nous invite à transgresser notre rôle constitutionnel et à dicter au gouvernement élu et à la Chambre des communes élues comment l'affectation des recettes publiques doit être faite. Un revenu universel de base est une idée que de nombreux sénateurs ont avancée. Et je suis convaincue que le Sénat continuera à se pencher sur les questions qui s'y rapportent, ainsi que sur la réforme des allocations d'emploi. Cependant, il y a une différence majeure entre faciliter le débat sur ces questions et suspendre la 2e lecture des projets de loi de finances jusqu'à ce que le gouvernement promulgue un programme donné. Cela va trop loin. Cet amendement dépasse de loin les limites du rôle constitutionnel du Sénat, qui est de fournir un second examen objectif. Je voudrais ajouter quelques commentaires sur cette procédure inhabituelle. À la page 133, la procédure du Sénat en pratique décrit un amendement motivé comme suit. Cet amendement permet à un sénateur d'exposer les raisons de son opposition à la 2e ou 3e lecture d'un projet de loi en présentant une autre proposition pertinente qui remplace la question initiale. En d'autres termes, il fournit un moyen de faire une déclaration ou d'expliquer pourquoi un projet de loi ne devrait pas être examiné en 2e lecture. Si l'amendement motivé est adopté, le projet de loi est rayé du feuilleton. Un amendement motivé remplace toujours la 2e ou 3e lecture. Il convient de souligner que ce mécanisme de procédure est obscur et très rarement utilisé, et encore plus rarement
accepté. Selon la Chambre des communes et la procédure et la pratique, et je suis d'accord avec le sénateur Plett aussi. En plus, dans une décision de 1946 concluant à l'irrecevabilité d'un amendement similaire, l'honorable président à l'époque, le sénateur James King, a ajouté, et je cite, « Ni à la Chambre des communes, ni dans les législatures provinciales, il n'est d'usage de proposer des amendements en deuxième lecture d'un projet de loi. » Fin de la citation. Honorables collègues, un tel amendement n'est pas à sa place et je vous invite à voter contre. Merci.